Au sommaire de cette édition, le Mali a adopté un projet de loi prolongeant le mandat des députés jusqu'à mai 2020. Pour être adopté, ce projet doit encore être voté par les 2/3 des députés. 4 personnes ont été tuées ce dimanche dans des heurts entre Soudanais et forces de sécurité, dans le cadre de la violente répression enclenchée il y a une semaine par les généraux au pouvoir. Jean-Claude Nzafa Chouanayo s'est imposé lors de la 6e étape du Tour cycliste du Cameroun ce vendredi à Douala. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. En Côte d'Ivoire, la récente déclaration publique du président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, continue de faire des vagues. Silencieux les premières heures, le gouvernement a fini par réagir, dénonçant des propos peu responsables. Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, dans le viseur du gouvernement ivoirien. Ces récents propos à l'endroit d'une certaine frange d'étrangers présents en Côte d'Ivoire auraient contribué à jeter un peu plus d'huile sur le feu. Quelques extraits ayant suscité l'émoi. On fait venir clandestinement des étrangers à qui on fait faire des papiers, possiblement pour fausser les élections de 2020. Le moment venu, nous agirons pour empêcher ce hold-up sur la Côte d'Ivoire. Un peu plus loin, le leader du PDCI a affirmé: nous avons fait venir des étrangers dans nos plantations de café, de cacao. Et ensuite, les gens se sont installés à leur propre compte. Et aujourd'hui, ils agressent les planteurs ivoiriens et se disputent même la propriété des terres. Il faut que nous réagissions pour que les Ivoiriens ne soient pas étrangers chez eux. Car actuellement, on fait en sorte que l'Ivoirien soit étranger chez lui. Mais les Ivoiriens n'accepteront jamais cela. Choqué, le gouvernement, par un communiqué signé de son porte-parole, dénoncera des propos belliqueux d'une extrême gravité pouvant mettre à mal l'unité nationale et la stabilité du pays. À l'ancien allié d'Alassane Ouattara, il sera demandé de savoir raison garder en restant respectueux des textes de la République qui punissent le racisme, la xénophobie, le tribalisme et la discrimination raciale ou religieuse. Allié jusqu'à l'an dernier du parti au pouvoir du président Alassane Ouattara, le PDCI d'Henri Konan Bédié est depuis entré en lutte ouverte contre lui dans la perspective de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Un scrutin qui s'annonce déjà tendu. Au Mali, les députés de la 5e législature de l'Assemblée nationale ont vu leur mandat prolongé jusqu'en 2020. C'est le projet de loi organique adopté en Conseil des ministres extraordinaire ce vendredi. Le gouvernement malien a adopté un projet portant prorogation du mandat des députés jusqu'au 2 mai 2020 pour pouvoir mieux réfléchir afin de procéder désormais à l'organisation des élections législatives dans de bonnes conditions. Selon le gouvernement, cette décision se justifie par le fait que la situation politique et sécuritaire du pays ne permette pas la tenue d'élections législatives régulières et transparentes. Il faut rappeler que c'est la 2e fois que le mandat des députés veut être prorogé. Le mandat de ceux-ci, qui devrait prendre fin le 31 décembre 2018, avait déjà subi une première prorogation jusqu'au 30 juin 2019 par la loi organique numéro 2018-67 du 6 décembre 2018, conformément à l'avis de la Cour constitutionnelle du 12 octobre 2018. Cette prorogation visait à mettre fin au caractère de force majeure des difficultés entravant le respect scrupuleux des dispositions constitutionnelles et législatives et la nécessité d'assurer le fonctionnement régulier de l'Assemblée nationale. Pour ce qui est de ce nouveau projet de loi, il doit, tout comme le précédent, obtenir les 2/3 à l'Assemblée nationale. Au Soudan, la reprise des négociations s'annonce très difficile. Et pour cause, outre les arrestations arbitraires dénoncées, la campagne de désobéissance civile lancée ce dimanche par l'opposition s'est achevée dans un bain de sang. Ils ont été très nombreux, les Soudanais, à descendre dimanche dans les rues. Mais cette fois, pour un mouvement national de désobéissance civile. Une première journée de mobilisation, mais qui aura été meurtrière. 4 personnes ont trouvé la mort et de nombreux autres ont été blessés. 2 des 4 personnes décédées ont été tuées par balle à Khartoum, tandis que les 2 autres ont été battues et poignardées. Elles auraient perdu la vie plus tard dans un hôpital dont Douman a indiqué le comité de médecins proche des manifestants dans des communiqués distincts. De fâcheux incidents qui surviennent quelques jours seulement après
la tentative de médiation du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Une médiation presque aussitôt oubliée qui replonge dans l'effroyable sit-in avec son macabre bilan de 118 morts qu'on continue de pleurer. Le président Omar el-Béchi, destitué le 11 avril, les Soudanais ne sont toujours pas au bout de leur peine. Les manifestants réclament à corps et à cri le départ des généraux et le transfert du pouvoir civil, mais en vain. Même la pression de l'Union africaine n'y aura pour l'heure rien changé. Les négociations entre contestataires et militaires suspendues le 20 mai, faute d'accord, sont toujours au point mort. Dans l'ouest du Niger, précisément près de la ville de Oualam, un véhicule de l'armée américaine a sauté sur un engin explosif. Le drame survenu samedi après-midi n'a pas fait de victimes. Les soldats américains se rendaient sur un champ de tir au Niger lorsque l'incident est survenu, selon un journal. Un véhicule blindé tout-terrain des États-Unis a été endommagé. Pas de décès et la cause des dommages reste à déterminer, d'après l'ambassade américaine à Niamey. Selon une source sécuritaire locale, le véhicule de l'armée américaine a sauté sur un engin explosif à Oualam, dans une région proche du Mali. Le véhicule est complètement endommagé, mais l'explosion n'a fait aucune victime. Oualam est situé à une centaine de kilomètres de Niamey et abrite un important camp d'entraînement de l'armée nigérienne, où sont notamment formés les soldats qui participent à la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. C'est le deuxième incident impliquant directement des soldats américains au Niger. Ils y sont très présents dans le cadre de la lutte contre les groupes djihadistes et de la formation des forces spéciales nigériennes. Les États-Unis disposent d'une importante base de drones à Agadez, dans le nord du Niger, qui leur donne une plateforme de surveillance de premier plan. Le Niger a récemment autorisé les Américains à armer leurs drones. Depuis 2018, l'ONU s'inquiète de la persistance de l'insécurité dans la région de Tillabéri, théâtre de nombreuses incursions de groupes djihadistes et de violences intercommunautaires. Ce journal se poursuit. Accord conclu entre les États-Unis et le Mexique sur l'immigration clandestine. Donald Trump et son homologue mexicain Andrés Manuel López Obrador ont exprimé leur satisfaction. À la frontière États-Unis-Mexique, le soulagement était palpable. À l'issue de plusieurs jours de négociations ardues, Washington et Mexico ont arraché un accord sur l'immigration, comme souhaité par Donald Trump, qui avait une nouvelle fois agité son arme favorite pour parvenir à ses fins, les droits de douane. Le président mexicain s'est également félicité de l'accord conclu avec Washington. Nous réaffirmons notre engagement à éviter que les migrants traversent le territoire national pour atteindre les États-Unis. Mais nous ne le ferons jamais si cela viole les droits de l'homme des personnes en transit. À la fin de la journée, nous ne pouvons pas dire que nous l'emportons sur tous les points que le Mexique souhaitait. Ce ne serait pas honnête. Mais nous avons obtenu des choses. Nous avons obtenu le plus important. Lundi, il n'y aura pas de nouveaux tarifs. Politiquement, l'accord était toutefois critiqué des deux côtés de la frontière par les oppositions et les ONG. Car pour elles, dans cet accord, les migrants servent de monnaie de change. Le phénomène migratoire est criminalisé. La déclaration commune des deux pays mentionne des mesures sans précédent. À Hong Kong, ce week-end, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté pour protester contre un projet du gouvernement local d'autoriser des extraditions vers la Chine continentale. La crainte commune, le projet en question pourrait placer la population à la merci d'un système judiciaire chinois opaque et politisé. Le reportage pour plus de précision. Hong Kong, tout noir de monde. Dans une chaleur étouffante, les militants ont défilé dans les rues étroites de l'île principale, formant un cortège bruyant et brandissant des pancartes rouges, pas d'extradition. Ils sont préoccupés, citoyens lambda, acteurs politiques, acteurs de la société civile, religieux, tous inquiets du projet des autorités hongkongaises pro-Pékin devant favoriser des extraditions vers la Chine continentale. Ce beau monde craint un projet contre nature et hostile aux voix critiques. Le gouvernement s'en défend. L'exécutif de la région semi-autonome affirme que cette loi doit combler un vide juridique et qu'elle est nécessaire notamment pour permettre l'extradition vers Taïwan d'un Hongkongais recherché pour meurtre.
Mais ces détracteurs affirment que ce dossier de meurtre n'est qu'un prétexte pour satisfaire Pékin. La suspicion envers la Chine est en effet renforcée par une série de disparitions de personnalités critiques envers le pouvoir chinois, dont un groupe d'éditeurs dissidents et un milliardaire qui sont ensuite réapparus en détention sur le continent. En vertu de l'accord de rétrocession conclu entre Londres et Pékin, Hong Kong jouit jusqu'en 2047 d'une semi-autonomie et de liberté qui n'existe pas en Chine continentale. Du sport pour finir cette édition, le Rwandais Jean-Claude Nzafa Chouanayo s'est imposé lors de la 6e étape du Tour cycliste du Cameroun ce vendredi à Douala. Il a devancé le Camerounais Mba Hervé Raoul et le Slovaque Jakub Varanovski. Le Camerounais Clovis Kamzong Abosolo est toujours le leader au classement général. Narcisse Oum pour le reportage. La 6e étape de la 16e édition du Tour cycliste international du Cameroun s'est déroulée à Douala, la capitale économique camerounaise. Celle-ci a été magnifiée par un critérium à circuit fermé qui faisait une boucle de 10 tours, soit un total de 82 km. Une étape qui a connu du suspense jusqu'à son terme, surtout avec cette échappée pendant 8 tours des Zhang Fomoyo de l'équipe rwandaise qui n'a été rattrapée au sprint final par le Camerounais Raoul Hervé Mba. Ce critérium a vu la victoire du Rwandais Jean-Claude Zafas Vanayo. Il a devancé le Camerounais Mba Hervé Raoul. Une arrivée qui fera d'ailleurs des remous, puisque contestée par la partie camerounaise sur la victoire du Rwandais. Je pense que celui qui a traversé cette ligne ne menace pas le maillot jaune. Et compte tenu de l'hospitalité camerounaise, je préfère qu'on laisse ça tomber. Pour les différents podiums de fin, le Marocain Youssef a été propriétaire des maillots blancs et blancs à poils rouges, synonyme de meilleur jeune et meilleur grimpeur. Comme à la 5e étape, le maillot vert du premier au classement au point est revenu au Néerlandais Stéphane Bekes. Et enfin, le prestigieux maillot jaune est resté au Camerounais Kamzong Abé sur le Clovis. Demain, on traverse Sanchou et je pense que le maillot jaune va arriver à Yaoundé. La 7e étape qui se court ce samedi est une étape de montagne, favorable aux grimpeurs de l'équipe rwandaise. Au classement général, on n'est pas très loin, on est à 1 minute et quelques secondes. On va chercher l'étape et aussi, pourquoi pas, le maillot jaune, on va voir. Cette 16e édition du Tour du Cameroun s'achève ce dimanche à Yaoundé. Pour rappel, pour des raisons sécuritaires, seules 4 des 10 régions du Cameroun sont concernées par la compétition. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.